Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Cet ensemble, texte et images, a vu le jour en 1974. Il fut présenté sous forme d'une conférence, illustrée de diapositives. C'était avant l'invention du vidéoprojecteur, dans un bistrot, devenu café-théâtre, de la rue aux Choux à Bruxelles. Ces diapositives étaient à l'origine des gravures extraites de toutes sortes de documents, souvent dans un état pitoyable, glanés dans des brocantes, foires au vieux papier, des greniers et autres lieux où se transforme en poussière la mémoire de l'humanité. Documents bien émouvants, mais dont l'état, parfois, ne permettait de fixer la date de parution qu'au doigt mouillé. Si bien que malgré mes recherches, je n'ai pu savoir si certains d'entre eux étaient susceptibles d'un droit d'auteur. J'ai pu constater cette lacune. Il n'existe aucun organisme qui permettrait, en deçà d'une certaine époque, quelque chose comme les années 50, disons, de retrouver la trace de ce genre de documents. Si donc, sans le vouloir, je lésais ici quelque ayant droit, je le prie de se mettre en rapport avec moi, par l'intermédiaire de mon éditeur, afin que nous réglions au mieux cet éventuel préjudice. Quant au lecteur, au-delà de l'aspect comique de ce pastiche de conférence et les détournements de sens qu'il opère sur ces images, je voudrais qu'il éprouve la même émotion que moi devant le talent, le savoir-faire de ces illustrateurs inconnus. Depuis 1974, évidemment, j'ai remanié le texte de manière à ce qu'il continue de chatouiller l'actualité. Je ne sais pas si cette dernière a bien le sens de l'humour, tant pis. Et le croiriez-vous ? Je n'ai pas eu à remanier mes diapositives, ni en ajouter. Elles n'ont pas pris une ride. MN. Denis Papin, en butte aux jalousies du voisinage, devait monter la garde lui-même devant le prototype de sa machine à vapeur. Pour essayer de comprendre. D'anciens grimoires laissent entendre que Denis Papin, 1647 à 1714, observa durant de longues soirées, généralement après boire, le comportement au feu des marmites les plus modernes de son époque. Il en induit, dit-on, le fonctionnement de la cocotte-minute. Nos recherches récentes, menées dans des conditions les plus proches possibles de celles que s'imposait le savant en matière œnologique, nous permettent aujourd'hui d'avancer que Denis Papin découvrit en premier lieu, quoique furtivement, l'existence de la Belgique. En effet, pour un observateur avisé, rien n'est plus frappant que cette similitude entre un potage cuisant paisiblement dans l'âtre, suspendu à l'antique crémaillère, et la Belgique elle-même. Outre le mélange d'ingrédients hétérogènes, là aussi le couvercle se soulève, juste ce qu'il faut pour laisser fuser le trop de vapeur accumulé. Là aussi sans profit pour quiconque. Cette découverte n'ayant aucune signification pour lui ni pour personne, Denis Papin, après réflexion et un petit gorgeon supplémentaire, pensa qu'il avait affaire à un lot de marmites défectueuses. Il s'en débarrassa et reprit ses recherches avec des ustensiles de meilleure qualité. Il obtint des résultats similaires, et dut convenir qu'il y avait là quelque chose. Certes, inaccessible à la conceptualisation, mais quelque chose. Quelque chose dont nous savons maintenant qu'il s'agissait ni plus ni moins que de la Belgique, terme plaisant à l'ouïe, mais rétif à toute essentialisation. Composante principale de son charme. Le savant n'imaginait pas que près de 3 siècles après sa mort, inlassablement, des hommes d'une rare ténacité volontaire au-delà du raisonnable, s'efforcerait chaque jour d'inventer un peu plus la Belgique, la conduisant ainsi d'un possible trivial, certes, aux rives d'un improbable carrément surréaliste. Comme il en va souvent avec les grandes découvertes qui bouleversent le monde, Denis Papin n'eut finalement l'intuition, certes fugace, de l'existence de la Belgique que par le plus grand des hasards. Nous venons de le voir, le grand homme était fort préoccupé du comportement au feu des casseroles en tout genre. La rumeur publique veut qu'il cherchât à inventer la machine à vapeur. La rumeur publique, quelquefois nommée inconscient collectif par des consciences très individualistes, ne manque jamais de fantaisie. Ainsi en est-il de Bernard Palissy qui, paraît-il, brûla tout son mobilier pour inventer l'émail. Émailler les meubles. Quelle idée! Et ne parlons pas du peuple français, affamé, manquant de pain qui le 14 juillet 1789 alla prendre la Bastille. Alors que de toute évidence, la Bastille n'était pas une boulangerie. Si le peuple de Paris avait eu faim à ce point, fâché comme il l'était, il se serait emparé des greniers débordant de blé des négociants car les récoltes avaient été excellentes. Les négociants, ça va de soi, étaient plus soucieux d'agiter le peuple
que de le nourrir. Soulignons tout de même que l'éthique du négociant ne l'oblige nullement à nourrir qui que ce soit. Faire du blé, est sa seule obligation morale. Ce qui n'empêche qu'avec le recul, et au vu de ce qui s'ensuivit pour le peuple en général, au siècle suivant tout proche, dans les manufactures des négociants en tout genre, enfin au pouvoir, on se demande encore ce que le peuple de Paris a bien pu faire comme bêtise le 14 juillet 1789. On essaie de nous masquer la chose sous des dehors héroïques. Ce n'est pas la première fois. Mais revenons à notre héros. Aujourd'hui la preuve est faite que, sous des prétextes scientifiques, le savant donnait le change aux voisins, des mal embouchés qui n'auraient pas supporté que les divers désagréments, fumées, explosions, odeurs, dont ils étaient victimes, eussent pour origine une cause qui leur sembla si futile, la machine à vapeur qui, soulignons-le, n'existait pas encore, même dans les esprits. En réalité, Denis Papin s'acharnait à reconstituer la recette de la soupe au pistou, énigme sur laquelle plus d'un érudit s'est cassé les dents. Et dont, avouons-le, les bienfaits pour l'humanité sont autrement significatifs que ceux de la machine à vapeur, laquelle n'a jamais visé qu'à accroître la productivité du travailleur et les bénéfices de l'actionnariat. Un mystérieux voyageur, de passage, comme le sont généralement tous les mystérieux voyageurs, surtout de passage, connaissait l'intérêt du savant pour tout ce qui touchait au mystère de la chimie. Il lui avait parlé de la soupe au pistou, sachant qu'alors il ne quitterait son laboratoire que le mystère de ce qu'était réellement le pistou dans la soupe du même nom, ne soit éclairci, ramenant ainsi la paix dans les familles du midi de la France, secouées d'homériques, quand ce n'était pas de tragiques disputes quant à l'essence même de ce mets fabuleux. Mettant à profit cette disposition du grand scientifique à s'enfermer longuement dans son laboratoire, le mystérieux voyageur de passage enseignait à Madame Papin, née Papon, diverses spécialités d'origine hindoue, qui demandent, pour en bien profiter, souplesse, application et bien entendu le goût de leur pratique, ce dont Germaine Papin, née Papon, ne manquait pas. 14 juillet 1830. Le peuple belge, dépité, revenant de prendre la prison d'Arlon alors que Dutroux s'en est encore évadé. Furieux de ce qu'on ne lui ait rien dit, le peuple belge chassa les Hollandais du territoire et accéda ainsi à une indépendance dont aujourd'hui encore il se demande ce qu'il pourrait bien faire. Quant au brillant inventeur, il sut tout de même tirer parti des diverses observations qu'il fit devant la cheminée. Lorsqu'il fut ruiné et oublié, comme c'est l'usage pour les grands précurseurs, il ouvrit une petite échoppe d'étameur ambulant. Ainsi put-il subsister chichement, certes, mais honnêtement et c'est le principal. Denis Papin fut ruiné par sa femme qui partit avec son amant. Son amant à lui, Denis Papin. Le savoir n'exclut pas une certaine légèreté de mœurs. La salope partit non seulement avec son amant, mais avec tout le stock des marmites amassées au fil des recherches du savant. Il y en avait pour un paquet. Le couple doublement adultère sut habilement négocier ce bien mal acquis, et partit filer le parfait amour sur les plages lointaines de la mer du Nord, à Blankenberg, en Belgique précisément. Mais nul encore ne s'en doutait. Et ne s'en doute. Quoi qu'il en soit, c'est ici que nous perdons la trace des amants tragiques. Et aussi celle du maître dont on suppose qu'ayant enfin trouvé la piste des fugitifs, et s'étant lancé à leur poursuite sur la grève, il périt emporté par la marée qui avance à la vitesse d'un cheval au galop, dopé de plus par l'enfoncement d'un piment dans le fondement. C'est dire si en ces contrées inhospitalières, la marée est rapide. Comment lui échapper quand on tire derrière soi sa petite charrette d'étameur? Il ressort de nos travaux que la vie affective de Denis Papin ne fut pas de tout repos. Quoique les documents soient rares sur cet aspect de son existence, nous pouvons porter à la connaissance du public l'anecdote suivante. Un soir, Denis Papin, l'œil à peine troublé par le vin rouge dont il faisait pourtant une grande consommation, observait dans la cheminée le bouillonnement d'une soupe aux poireaux pommes de terre dans laquelle, outre du sel et du poivre, il avait mis beaucoup d'espoir. Tout à coup, bousculant sans retenue l'atmosphère studieuse, Germaine Papin née Papon entra dans la cuisine et par dépit, chercha une mauvaise querelle à son époux. Pensez. Elle avait surpris dans l'écurie, le palefrenier en train de besogner en levrette la chambrière, alors que justement elle, Germaine Papin née Papon, comptait prendre un peu de bon temps avec lui, le palefrenier. Je sais, c'est un peu compliqué. NDA. Regardez-moi ce feignant,
attaqua-t-elle, bille en tête, saoule comme un cochon, le cul sur une chaise à regarder bouillir ces saloperies de marmite. Pendant que moi j'use ma jeunesse à torcher les gosses, à faire la lessive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.